En Ukraine, rouler près de la ligne de front est encore plus dangereux la nuit que le jour. Les Russes repèrent plus facilement leurs cibles. Nous sommes accompagnés d'un soldat exténué comme les autres par une guerre qui s'enracine. Une offensive éclair a mené sur la ligne de front, sans être repérée sur la route par les drones russes. De loin la menace la plus meurtrière désormais. Moscou possède un avantage technologique de plus en plus poussé. Les Russes savent déjà faire voler leurs drones à plus de 15 km. On a même vu à 20 km. Sur la route, pas une maison ne tient debout. La ligne de front n'a presque pas bougé après 3 ans déjà de combats intenses au quotidien. Courir pour ne pas être repéré. La suite se passe dans les tranchées. Ce militaire combat depuis le tout début de la guerre. Conditions de vie difficiles. Moins 7 degrés aujourd'hui. C'est minuscule pour se reposer. Ça, c'est pour 1 ou 2 personnes. Nous, les militaires, on est exténués. Il nous manque cruellement de l'aide matérielle de la part des pays alliés. Les Russes, on arrivera à les virer seulement par la force. Pour l'heure, on en est loin. Son groupe, faute de bras, fonctionne avec la moitié des effectifs habituels. Oh. Les Russes sont à 4 km. Après 3 ans de guerre, on rappellera juste un chiffre. La moyenne d'âge du côté de l'armée ukrainienne, c'est 43. 43 ans aujourd'hui, vous entendez le tir qui vient d'être mené. Alors qu'en 2022, la moyenne d'âge était de 33 ans. Problème pour recruter, qui est en train de devenir effectivement un très très gros problème en Ukraine. L'offensive est retardée. Il faut vite partir. Direction une maison abandonnée. La cave transformée en base arrière. Désordre impose d'attendre. Les Russes nous ont peut-être localisés. Un drone ukrainien va être envoyé en éclaireur. Masha pilote l'opération, une dizaine d'hommes sous ses ordres. Elle n'a que 22 ans, déjà 3 ans de guerre. Un vétéran, d'une certaine manière, un vétéran amer. Si on avait obtenu toutes les armes et les munitions qui avaient été promises par les pays étrangers, on aurait déjà repris tous les territoires perdus depuis le début de la guerre. Chaque munition est comptée, les stocks sont presque à sec. Les Russes n'ont pas ces problèmes. En général, on a 5 à 10 minutes maximum pour s'enfuir avant que les Russes n'aient des informations précises sur notre géolocalisation. La guerre, ça ne devrait convenir à personne. C'est pas une question d'homme ou de femme. Plusieurs positions russes ont été neutralisées, disent les soldats. Par sécurité, le canon est recouvert d'un filet de camouflage pour espérer ne pas être repéré par les drones ennemis. Un véhicule vient récupérer l'équipe de Masha. Dehors, la désolation. Une ville abandonnée, en ruine. Si t'as peur de mourir à la guerre, tu ne seras jamais un bon soldat. Sur la route, nous croisons un riverain à vélo. Il refuse de partir. Son quotidien, rythmé par les bombardements. Ici, ils sont incessants. Un exemple de frappe qui a eu lieu à 18h hier. On est vraiment juste à côté de la ligne de front avec les Russes. Un civil tué. L'un des rares encore présents sur ce territoire où les drones russes et ukrainiens redoublent d'intensité. Ici, des images d'un pilote ukrainien. Il repère des soldats ennemis. Les drones sont chargés d'explosifs, mais là encore, il y a pénurie.
Les véhicules aussi manquent cruellement. Le soldat Sergueï utilise une voiture usée jusqu'à la corde. Lui aussi est usé. C'est surtout la fatigue morale qui est dure. Tu peux à peine te reposer quelques jours pour aller voir ta famille. Très souvent, tu vois des camarades mourir sur le terrain. Et puis au fond, je me demande surtout quand et si cette guerre va un jour se terminer. Dans cette forêt, à côté des positions russes, Vassil, il a 55 ans, il est tankiste, exténué physiquement. Après 3 ans sur le front, sans aucune relève. En ce moment, mon corps entier me fait mal. J'ai pas la force que j'aimerais avoir. Faudra-t-il bientôt appeler les jeunes de moins de 25 ans au combat? Sur cette question, le pays est divisé. Alors qu'il n'existe aucun bilan pour parler du nombre de soldats tués côté ukrainien sur le front, peut-être 50 000, peut-être 100 000. L'invasion russe vient de démarrer aux portes de la capitale et les soldats ukrainiens sont ahuris. La banlieue ouest, pilonnée. Des tirs nourris à l'entrée d'Irpin. Un soldat vient aider ce riverain qui a des difficultés pour se déplacer. Des bombardements toute la matinée. Ici, pas d'eau, pas d'électricité depuis plus d'une semaine. Yevgeny s'est donc fabriqué son propre refuge. Une batterie de voiture pour avoir un peu de lumière. Il bombarde le matin, puis ça s'arrête, ça reprend le soir, mais je resterai ici aussi longtemps que je le peux. Malgré les bombes, cette grand-mère a décidé de rester pour s'occuper au quotidien de son fils handicapé. J'espère trouver un fauteuil roulant là-bas et je rentre à la maison si Dieu veut bien nous protéger, si Dieu le veut. Dans la ville, des snipers russes sont infiltrés. Les soldats ukrainiens avancent mètre par mètre. Ce qui n'empêche pas des voisins de se ravitailler en eau, quitte à traverser la ville pour y arriver. Malgré la situation chaotique ici aux portes de Kiev, eh bien vous allez voir comment certains volontaires s'organisent pour donner de la nourriture à ceux qui n'en ont plus depuis maintenant plusieurs jours. Et cela veut dire emprunter des routes de plus en plus dangereuses. Regardez ce que ces salauds ont fait à mon pare-brise. La camionnette s'arrête sur un pont coupé en deux. Est-ce qu'il t'en reste ? Des denrées alimentaires transitent avec les moyens du bord pour être ensuite acheminées de l'autre côté. C'est dangereux à chaque fois. Hier, de ce côté-ci du pont vers Kiev, ils nous ont bombardés. On a dû se jeter par terre et attendre. Chaque jour, on peut y passer. Mais c'est important de livrer de la nourriture pour notre peuple ukrainien. Quelques jours plus tard, au même endroit, la situation empire. La route est devenue si dangereuse que nous ne croiserons en chemin qu'une ambulance. Les bombardements sont si intenses que la forêt par endroits brûle. Quand nous entrons à Irpin, c'est avec les forces territoriales ukrainiennes. Les Russes sont juste en face. Tu vas vers le pilier là-bas. Tu prends cette direction-là, tu cours. Toi le premier, et puis toi, et après le troisième. Allez-y tous. Quand les Russes observent des voitures, ils commencent à tirer. Ils visent notamment des véhicules siglés presse ou des convois de la Croix-Rouge. Ils repèrent aussi des drones et ensuite, avec des mortiers et de l'artillerie, ils tapent. Dans cette ruelle, les dégâts sont innombrables. Pas une maison qui n'ait été touchée par les soldats russes. Dans ce jardin, les éclats d'un obus, alors que de nouveaux tirs démarrent. Ce soldat qui nous accompagne nous demande tout de suite de courir.
Allez, vas-y. Il y a un drone là-bas, dans cette direction. Trop dangereux, Vlad termine sa mission de reconnaissance. Il doit rejoindre son unité des forces territoriales. Il ne reste pour ainsi dire plus aucun habitant dans cette partie de la ville qui est désormais pilonnée depuis plus de 3 semaines par les forces russes. Les soldats ont investi une maison. Leur QG se trouve dans la cave. Malgré les avancées de ces derniers jours, le commandant doit délivrer une mauvaise nouvelle. Les Russes voudraient passer la rivière pour ensuite pouvoir bombarder Kiev. On arrive à les repousser, mais il y a des tirs d'artillerie. Ils n'arrêtent pas de frapper. On a malheureusement 2 morts et 3 blessés. Là, maintenant, à l'instant. Ces militaires qui n'ont qu'une vingtaine d'années sont effondrés. C'est un obus qui l'a frappé. C'était son anniversaire aujourd'hui. Dans une autre pièce, les premières armes livrées par l'OTAN. L'urgence est telle que les soldats apprennent ici même, sur le front, à les utiliser. Les cartouches doivent s'imbriquer comme pour un puzzle. Elles doivent rentrer ici. Parfait. Et là, vous fixez. Voilà, là, elle est rentrée. Au rez-de-chaussée, Vlad s'apprête à reprendre sa mission. Sur les murs, des dessins et poèmes d'enfants pour soutenir les combattants ukrainiens. On vous aime. Il faut revenir avec la victoire. Vive l'Ukraine. Les Russes reculent à Irpin, au prix de combats chaque jour plus meurtriers. Encore un bombardement. Encore de nombreux dégâts. Ils visent délibérément des civils, ils tuent des civils. On peut en témoigner tous les jours sur le terrain, là où il y a des bombardements. La frappe a eu lieu quelques minutes seulement après la fin du couvre-feu, dans ce quartier résidentiel où depuis on entend des tirs d'artillerie lourde. 300 mètres plus loin, c'est une maison éventrée. Un reste de missile dans le jardin et une voisine de 75 ans qui patiemment ramasse des bouts de verre. Elle s'appelle Vira. Ça veut dire avoir la foi en ukrainien. Oui, j'ai peur. Tout le monde a peur. Mais que voulez-vous que je fasse? Et les soldats sur la ligne de front, ils ont peur aussi. Sur cet axe routier, les livraisons reprennent après 36 heures de couvre-feu et malgré les dangers. Tout le monde fait ce qu'il peut. Il y a ceux qui prennent les armes et ceux qui aident les habitants en livrant des produits. On travaille pour notre victoire. Vive l'Ukraine! Et puis il y a cette file d'attente devant un bureau de poste où des dizaines de personnes espèrent recevoir des colis de médicaments ou des produits alimentaires. Les employés continuent de travailler alors que ce bâtiment a été visé par un bombardement. C'est fou, c'est dur, mais je suis fière de mon peuple. De l'autre côté du trottoir, les dégâts causés par une roquette, les inscriptions sont en russe, la ligne de front est à 5 km. Certains habitants de Kiev préfèrent vivre en permanence sous terre, dans cette station de métro, où des familles entières sont installées. Cette petite fille de 5 ans a trouvé refuge dans ce wagon immobilisé depuis plus de 3 semaines maintenant. Son teint est cireux. Par délicatesse, sa maman préfère nous rejoindre sur le quai pour se confier. On lui présente tout ça comme si c'était une aventure. Et ici, elle n'entend pas le bruit des bombes, tout le fracas. Elle nous demande quand on va gagner face à Poutine. Moi, je lui explique qu'à la fin, tout va bien se passer, qu'on restera dans notre pays, grâce à nos soldats courageux. Partout,
Les lieux laissent avoir un quotidien en train de s'enraciner, comme si cette situation était amenée à durer longtemps encore. Avec des bombardements qui se rapprochent chaque jour un peu plus du centre-ville de Kiev, pour certains habitants, ce n'est pas une angoisse mais une nécessité. Vous allez voir une femme qui refuse désormais clairement de rentrer chez elle. Elle s'appelle Valentina. Depuis presque un mois, par peur des frappes russes, elle dort par terre et s'organise comme elle peut. Ça, c'est mon matelas. J'ai une couette en dessous pour qu'il fasse plus chaud. J'ai ensuite la couverture aussi et des petits oreillers. Et là, ce sont des produits rapportés de la maison. Il me reste des chips, des trucs comme ça et j'ai encore du papier toilette. Quand la guerre a démarré, je ne pouvais pas fermer l'œil. Le bruit des sirènes, ça vous rend fou. Alors par comparaison, ici, la vie paraît plus normale. Mais de toute façon, c'est la guerre. Il va falloir s'habituer à ça. Tous les soirs, juste avant le couvre-feu, sa fille la rejoint pour ne pas la laisser seule, alors que des tirs d'artillerie retentissent dans le nord de la ville. On est ici aux portes d'Irpin, à quelques kilomètres de cette ville qui est bombardée sans discontinu depuis maintenant 10 jours. Et si on est sur le toit de cet immeuble, c'est pour vous montrer l'impact d'un missile russe qui s'est abattu ici il y a un peu plus de 48 heures. 27 personnes miraculées qui ont pu sortir indemnes, 2 morts, tout ça dans un quartier résidentiel. Il n'y a pas de cible militaire ici, c'est un crime, a estimé le maire de Kiev qui s'est rendu sur place ici. Voilà en tout cas qui pose évidemment bien des questions alors que les Russes sont en train de se regrouper à une dizaine de kilomètres de là où nous sommes. Au même moment, beaucoup plus au sud, les Russes sont en train de prendre possession de la ville de Mariupol. Ceux qui peuvent tentent de fuir. Eux ont réussi à rouler 250 km jusqu'à Zaporijjia. Sur les véhicules, de multiples traces d'impact de tirs et d'éclats d'obus. En arrivant, tous les passagers doivent avoir fourni leur identité. La police traque d'éventuels infiltrés russes. Ensuite, les rescapés de Mariupol peuvent raconter l'horreur. Cette femme coincée sous les bombes avec son fils paralysé, caché dans les caves de son immeuble détruit. Ça me détruit de l'intérieur d'imaginer qu'on a passé plus de 3 semaines dans un sous-sol avec un enfant handicapé, c'est effrayant. Le sous-sol ne nous a pas protégés des bombardements. Il faisait tout le temps froid. Je ne faisais que pleurer en voyant mon fils prier et demander de l'aide à Dieu pour nous sauver tous. Arrivent ensuite 3 mères de famille. Ces derniers jours, pour boire, elles utilisaient de la neige fondue et l'eau croupie d'un puits. Leur maison ? Rien, il ne reste plus rien. Notre maison est totalement détruite. Mariupol est en ruine à 80%. La prise en charge des rescapés se fait dans un centre commercial. Les toilettes, c'est au fond à droite, les plats chauds à gauche. Victoria ne sait pas encore où elle dormira ce soir avec sa petite fille. Les habitants s'organisent pour elle. Tiens petit, c'est pour toi. Beaucoup de rescapés connaissaient des proches abrités dans le théâtre de Mariupol avant les frappes russes. À la mi-journée, on évoque au moins 130 survivants. La ville de Zaporijjia accueille également de nombreux blessés graves en provenance de Mariupol. Nous sommes désormais dans un hôpital du centre-ville, des sacs de sable pour protéger un générateur et en sous-sol, des enfants gravement blessés de Mariupol pris en charge par le personnel médical. Cette petite fille de 11 ans est en coma artificiel. Cet enfant a été visé dans un convoi humanitaire par une frappe russe. Dans cette salle, 3 enfants de Mariupol entre la vie et la mort, qui tous nécessitent des soins intensifs. Masha raconte tout ce qui t'est arrivé. J'étais sortie dehors. Avec l'explosion, on est tombé par terre. On a ouvert la bouche et bouché nos oreilles. Puis tout est devenu gris autour de moi. Dans le couloir, la grand-mère de Masha évoque une famille entière brisée par la guerre. Masha et sa maman ont déjà été amputées, chacune d'une jambe. La grande sœur de Masha a reçu de nombreux impacts d'obus sur tout le corps. Juste à côté, une mère de famille parle de ses proches toujours coincés à Mariupol. Il faut que tout ça s'arrête. À chaque fois qu'un avion russe est au-dessus de la ville, on sait qu'une bombe peut tomber à tout moment. Il reste des milliers de personnes là-bas. Ils ne sont pas protégés. C'est une petite fille.
Née sous les bombes, dans cette maternité. Les positions russes sont à 3 km. Ses parents refusent de fuir. On est resté ici pour soutenir notre ville, même si on a peur. On n'arrivera à rien sans le soutien des habitants. Si tout le monde part, la ville va mourir. Le personnel médical est réduit au strict minimum, obligé de rapatrier les équipements dans une pièce plus sûre. Les étages supérieurs, plongés dans le noir. Au bout du couloir, les dégâts causés par une frappe quelques jours plus tôt. C'est une salle d'accouchement qui a été visée. Dehors, nous retrouvons Tatiana et son bébé. Elle rentre chez elle. Au volant, son mari, inquiet de ne croiser personne sur la route. On a peur. On va essayer de sortir le moins possible et rester à la maison. Mais même à la maison, c'est dangereux. Vous voyez les maisons au fond? Les Russes sont juste derrière. Kherson est une ville libérée. C'est surtout une ville fantôme. Depuis le retrait des Russes, seules quelques dizaines de naissances ont été enregistrées ici. Les familles comme celle de Tatiana, il n'en reste presque plus. Pendant des années, on ne pourra plus aller dans la forêt parce que tout est miné. Se rendre à l'hôpital, c'est dangereux. Trouver un médecin, c'est difficile. Et impossible de décrocher un travail. Il n'y en a plus. Pour bien comprendre la situation, les positions russes sont seulement à 1 km d'ici, de l'autre côté de la rive, ce qui rend évidemment la situation pour les quelques riverains qui continuent à rester ici particulièrement invivable. À 600 km, il y a Kiev. Certains viennent observer les chars russes neutralisés et exposés tels des trophées. D'autres livrent dans cette clinique de l'azote, qui va permettre de conserver le sperme de dizaines de soldats s'apprêtant à repartir sur le front, et qui se rendent donc dans ce laboratoire avant de reprendre les armes. Certaines femmes, par amour, veulent absolument un bébé avec leurs compagnons. Mais si demain ils partent à la guerre, si un missile s'abat sur eux et que leur compagnon meurt, pour toutes ces raisons, beaucoup d'hommes se dépêchent de prendre leurs dispositions en venant ici. Autre fait notable, depuis le début de la guerre, dans ce pays où la loi autorise les mères porteuses, elles sont de plus en plus nombreuses à se déclarer candidates. C'est un beau petit garçon. 720 grammes, c'est le poids normal. Eugénia est enceinte depuis 6 mois. Les parents biologiques attendent en Allemagne. Pour cet acte, la mère porteuse va toucher au total 16 000 €. Les 3 premiers mois de la guerre, je n'ai pas du tout travaillé. C'est difficile, surtout quand on doit nourrir ses propres enfants. Et comme trouver un emploi, c'est de plus en plus compliqué, alors dès que la situation l'a permis, oui, je suis rentrée dans le programme des mères porteuses. Au début de la guerre, nous filmions à Kiev cette pouponnière improvisée. Plusieurs dizaines de bébés nés de mères porteuses attendant leurs parents biologiques, coincés dans une pièce sous les bombes. Aujourd'hui, dans un autre immeuble, nous retrouvons cette pouponnière. Les nourrices s'occupent toujours des nouveau-nés, alors que les parents biologiques, français, allemands ou encore américains, mettent parfois des semaines pour rejoindre Kiev. Lui a plus d'1 an et n'a toujours pas vu ses parents. Ce bébé est né le 26 janvier 2022. Ça fait plus de 12 mois qu'il est ici. On ne sait toujours pas quand ses parents vont pouvoir venir le récupérer. La vie défragmentée à cause de la guerre. Mais en Ukraine, la résistance est partout. La zone traversée par ce train autour de Kherson, dans le sud du pays, est bombardée quotidiennement. Le machiniste inspecte une dernière fois la locomotive, ainsi que son moteur thermique. Le trajet doit nous amener jusqu'à Kiev. Aux commandes, Oleg. Depuis le début de la guerre, il sillonne tout le pays dans un train conçu à l'origine par les ennemis d'aujourd'hui, les Russes. Il a été construit en 1987 pendant l'Union soviétique, mais ça fonctionne encore très bien quand on sait le prendre en main. Ce territoire a été occupé 3 mois plus tôt par les Russes. Ici, une usine éventrée, puis un char calciné, enfin les vestiges d'un train attaqué par Moscou. Les sols sont encore parfois minés.
Ces 2 remorques servent d'éclaireuses pour la sécurité du train. S'il y a n'importe quel danger sur les rails, si une mine explose, ça nous laisse un peu de temps de réagir. Ici, tous les 10 km, un agent au sol pour assurer la sécurité des rails. Une fois arrivé à Kiev, la gare centrale quasiment plongée dans le noir, l'électricité étant un bien rare dans la capitale. Ce qui n'empêche pas des dizaines de trains de circuler tous les jours. Sur le quai numéro 10, plein à craquer, nous allons faire le chemin inverse, jusqu'à Kherson. Avec des lampes de poche, plusieurs agents contrôlent l'état des rails et d'éventuels sabotages. Le trajet va durer 11 heures. À l'intérieur, plusieurs soldats s'apprêtent grâce au train à rejoindre le front. Je pense que les employés des chemins de fer sont des héros comme les militaires, parce que leur mission est tout aussi cruciale. Depuis le premier jour de la guerre, les 230 000 employés du réseau ferré ukrainien n'ont cessé de travailler. L'entreprise était au bord de la faillite. Elle est aujourd'hui un acteur de la résistance. Les fenêtres sont recouvertes de scotch. Comme ça, quand il y a un bombardement suivi d'un effet de souffle, le scotch permet de retenir des éclats pour ne pas atteindre les passagers. Kherson n'est plus qu'à quelques kilomètres. Ici, les anciennes positions russes. Les bombardements, quand nous arrivons, sont incessants. Pour les passagers, un couloir de protection est assuré par d'anciens wagons. On a tous en mémoire le bombardement de la gare de Kramatorsk. 61 personnes sont mortes. Alors ici, si un missile tombe, et à Kherson, on a au moins un bombardement par jour. Ces vieux trains cargo peuvent faire barrage aux éclats d'obus. Direction maintenant le sous-sol de la gare, où un abri anti-bombardement est aménagé. Pour superviser le chantier, le patron des chemins de fer ukrainiens. Depuis un an, beaucoup de ses salariés sont partis sur le front. On a payé un lourd tribut. 307 cheminots sont morts et 705 salariés blessés. Alors oui, on tient beaucoup à la sécurité de tous et à ces abris anti-bombardement. Les risques s'invitent jusque dans le hall de la gare avant le départ du seul train pour Kiev. En matière de sécurité, le dispositif est renforcé à Kherson. Vous allez le voir avec des passagers du train pour Kiev dont les passeports sont épluchés minutieusement pendant plusieurs minutes. Des photos sont prises. Les autorités disent qu'il y a parmi les passagers parfois des pro-russes qui doivent être surveillés. Mais il y a aussi des risques d'autres personnes qui se sont échappées des prisons ces derniers mois. Kherson cumule donc les défis. Ville libérée, mais toujours menacée. Près de Zaporijjia aussi, les Russes menacent. Leur supériorité matérielle et humaine face à des militaires ukrainiens qui manquent de tout. 5 heures du matin, des mots de passe nécessaires sur la route pour progresser. Thor est chef de l'unité. Il part coordonner une attaque de drones kamikazes sur la ligne de front. Les Russes sont à proximité immédiate. Moi ça va, mon moral est bon, je suis préparé. Ça fait que 6 mois que je combats. Mais j'ai des gars qui sont là depuis 2 ans, à se battre non-stop. Le terrain est trop accidenté, la suite va s'effectuer à pied. On est là à 3 km des positions russes. Vous voyez ici des véhicules. Il n'y a pas de feu de signalisation parce qu'il ne faut évidemment pas être repéré. Et il y a des bombardements à peu près toutes les minutes qui retentissent ici. Il est environ 5h30 du matin. On doit vite se rendre là-bas et revenir ensuite. Un blindé ukrainien désossé après une frappe. Et c'est tout le problème. Le manque criant de moyens matériels pour espérer regagner du terrain quand en face, les Russes n'ont pas ce souci. Ces salauds de Russes sont en train de tirer. La frappe atterrit à gauche, à 100 mètres en plein champ. De la fumée se dégage. A priori, quelqu'un a mal visé. Là, c'est les vestiges d'un petit cratère. On est maintenant dans les tranchées. On continue d'avancer. Les Russes, eux, sont positionnés à quelques centaines de mètres.
Pour tenter de les ralentir, cette cache creusée à même la terre, un droniste surveille l'ennemi. Le soleil vient de se lever, le sol constellé de cratères. À côté de cette maison abandonnée, un soldat russe avec son gilet pare-balles, le corps allongé face contre terre. Celui qui observe avec le drone est un prêtre ukrainien qui préfère aujourd'hui la ligne de front. De quelle morale parle-t-on quand on voit les Russes qui viennent nous pulvériser, quand ils volent ce qui nous appartient, quand ils violent des femmes et torturent nos enfants? Elle est où la morale quand ils prennent d'assaut nos maisons? Alors oui, il faut résister et défendre notre pays. S'organise alors ce qu'on appellera un bricolage militaire, une grenade accrochée à un drone, manipulation délicate dans cet espace réduit alors qu'en face, les Russes déploient des missiles ultra puissants. Quand ça vous tombe dessus, il ne sert à rien de se cacher. Rien ne te protège, ni la tranchée, ni les blindages. Le drone parcourt quelques centaines de mètres pour atteindre cet abri russe encadré par des planches de bois. Un tir de précision qui se joue à quelques dizaines de centimètres près. Cible atteinte. Le chef de l'unité et ses hommes nous invitent immédiatement à repartir avant que les Russes ne ripostent. Ce sera finalement plus rapide que prévu. Depuis 2 ans, cette bataille près d'Orikiv mobilise côté ukrainien une énergie et des moyens considérables pour de très maigres résultats. Et de nombreux morts, même si l'armée ne livre aucun chiffre, secret militaire, sur ce terrain particulièrement périlleux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que partout en dehors de cette route, vous avez des mines, on peut le voir ici. Elles sont posées pour certaines depuis maintenant des mois et des mois, ce qui rend évidemment ce terrain encore un peu plus compliqué. Et c'est loin d'être le seul problème ce matin. Drone, on entend un drone russe. Ils ont des drones de renseignement qui peuvent jeter également des bombes. Pour ne rien arranger, le véhicule blindé qui devait nous récupérer est mobilisé sur un autre front à quelques kilomètres. 1 heure à pied, Thor est habitué. Comme vous voyez, on est obligé de marcher longtemps, faute de moyens. On est donc déjà crevé quand on arrive dans les tranchées pour mener des assauts. Surgit alors un hélicoptère ukrainien. Pour ne pas être repéré, il vole à très basse altitude. Ils sont désormais 2, tirent vers les positions russes, puis lâchent ce qui ressemble à des tirs de fumigène pour tromper l'ennemi. Afin de ne pas être abattus, les Ukrainiens ne bénéficient plus au total que de quelques dizaines d'hélicoptères. Enfin sur la route, un blindé pour nous ramener dans la ville d'Orikiv. 15 000 habitants avant la guerre, aujourd'hui, un no man's land, pilonné sans relâche depuis 2 ans. Voilà, je vous laisse apprécier. Thor veut alors nous livrer une confidence, la guerre ayant défragmenté jusqu'à sa propre famille. Je finis par avoir de la haine envers tous les Russes. Et je vous dis ça alors qu'une grande partie de ma famille vit en Russie. Je ne leur parle plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Russie. Au quartier général du bataillon, dans un endroit tenu secret, on supervise la suite de l'opération commencée ce matin. Des combats au sol. Ici, un Ukrainien lance une grenade dans cette cache. Les Russes sont tout autour. Les mêmes scènes depuis des mois. Quand mes soldats retournent chez eux en permission, ils voient que dans leur ville tout va bien et que ce n'est pas la guerre. On leur manque un peu de respect. Moi, je ne dis pas qu'il faudrait les mettre sur un piédestal, mais quand même, parce qu'à la fin, sans cela, ils perdent leur motivation. Ce jour-là, les Ukrainiens disent avoir capturé plusieurs soldats russes, sans que dans cette zone le moindre kilomètre carré n'ait été gagné depuis des semaines. Pendant ce temps, à Kiev, dans les hôpitaux militaires, on vient au secours des rapatriés du front. Dans tout le pays, des dizaines de milliers de soldats blessés, mais l'armée, secret militaire, ne livre aucun chiffre. Artem était sur la ligne de front. Il a perdu ses 2 jambes. Un drone kamikaze russe.
J'ai accompli mon devoir, j'ai défendu mon pays. Malheureusement, j'ai été blessé sur le terrain et maintenant, je ne peux plus retourner dans l'armée. Serki était sniper dans l'armée ukrainienne. L'an dernier, l'explosion d'une mine a gravement touché son bras droit. Il a fallu l'amputer. Depuis, il subit des soins médicaux complexes pour obtenir ensuite une prothèse et repartir, c'est son souhait, sur le front. Si je ne retourne pas, qui va y aller? Je suis issu d'un commando et je vais continuer ma mission. Pour les soldats blessés, l'urgence, c'est souvent d'obtenir une prothèse. Mais dans un pays en guerre qui manque de moyens sur le front, ce n'est pas toujours une priorité. Alors la société civile organise des collectes et ensuite il faut faire des choix. Nous nous occupons actuellement de 12 patients. On a trouvé une solution pour 5 d'entre eux. Il y en a encore 7 qui attendent. Dans cette clinique, déjà 200 soldats appareillés depuis l'offensive russe et l'accompagnement ne s'arrête pas là. On est maintenant en banlieue de Kiev, dans un centre sportif qui, et c'est une des conséquences de la guerre, a radicalement changé sa manière de faire pour venir en aide aux militaires blessés sur le terrain. Une piscine, auparavant réservée à une certaine élite et où se rend désormais 5 jours par semaine le soldat Artem, amputé des 2 jambes. Lui qui rêve d'accompagner sa fille à l'école en septembre prochain. Pour notre pays, j'ai sacrifié ma santé. Maintenant, je vais m'occuper de ma fille, l'aider à grandir et faire en sorte qu'elle soit bien éduquée. En hommage aux soldats blessés, le gouvernement ukrainien investit dans des campagnes de pub avec l'idée de saluer sans stigmatiser ceux qu'on appelle ici les héros de la guerre. Nous nous rendons maintenant dans un autre service hospitalier de la capitale, prenant en charge les blessés de guerre. C'est une nouvelle sirène qui est en train de retentir en plein cœur de Kiev. On voit ici les dégâts d'une précédente frappe qui a touché donc les abords même de cette clinique. Climat anxiogène pour des soldats qui, loin du front, doivent apprendre à se réinventer. Justement, dans cette unité, on fabrique des merveilles. Ici, une main bionique reliée à 16 capteurs. Chacun répond à des stimulations musculaires pour que cette main offre bientôt la promesse d'une autonomie retrouvée. Mais le plus dur, c'est l'argent. Ce système coûte autour de 65 000 €. En Ukraine, l'effort de guerre se loge partout, y compris pour réparer les vivants. C'est sur cette route que les Russes ont envahi l'Ukraine il y a 3 ans, pour atteindre alors les abords de la capitale. Aujourd'hui, nous empruntons la même route vers un lieu tristement l'un des plus connus d'Ukraine et qui vient d'être visé par les Russes, la centrale de Tchernobyl. Une frappe a touché cette structure qui protège le réacteur numéro 4 et son sarcophage, toujours hautement radioactif. L'attaque a eu lieu de nuit, 1h59. Un drone chargé d'explosifs, l'appareil d'après Kiev a bien été fabriqué en Russie. Il a endommagé l'intérieur du bâtiment et cet homme, depuis, mesure en permanence la radioactivité. Avec son équipe, une quarantaine de points de contrôle sur toute la zone d'exclusion. Cette fameuse terre fortement contaminée autour de la centrale. Verdict officiellement, pas de fuite radioactive, mais il s'en est fallu de peu. S'ils avaient tapé un peu plus fort, il y aurait eu un gros accident radioactif sans qu'on sache son intensité. Heureusement, le réacteur est couvert par un sarcophage et l'enveloppe a tenu. C'est sous protection militaire que travaillent tous les jours des centaines d'employés présents sur le site depuis bientôt 40 ans, un site toujours très dangereux.
On est ici dans une zone où on n'a pas le droit de rester plus de 5 minutes parce que les radiations sont très élevées, nous dit-on. Regardez ici des fortifications militaires qui ont été évidemment renforcées ces derniers mois. Des dizaines de checkpoints, des armements dissimulés. Ici, la crainte plus que jamais, c'est que le même scénario se reproduise. Celui de février 2022. Aux premières heures de la guerre, des centaines de véhicules et chars russes investissent Tchernobyl. Pendant un mois, une centaine d'employés retenus en otage. Cet homme a consigné des dizaines de preuves des agissements russes. On y voit des bureaux saccagés, des serveurs, des documents volés. Et à présent, cette attaque de drones. Depuis la catastrophe de 1986, le monde entier nous a aidés pour gérer la centrale. Et les Russes, eux, ils nous ont aidés à l'époque. Mais aujourd'hui, ils ciblent cette même centrale. C'est un crime. Sergueï veut aussi nous montrer les véhicules détruits quand les Russes se sont emparés de la centrale, tirant, dit-il, dans tous les sens. Pour moi, c'est la haine qui motive les Russes et la jalousie vis-à-vis de nous. Quelques kilomètres plus loin, toujours à Tchernobyl, cette immense structure construite pendant la guerre froide. Un radar géant censé intercepter toutes sortes de liaisons. C'est non loin de là que les Russes ont creusé, en arrivant il y a 3 ans, des tranchées sans savoir que la Terre était hautement polluée. Conséquence, les radiations ont été multipliées par 8. Les Russes ont brièvement traversé la ville interdite de Pripyat. Sa structure de fête foraine, rongée par la rouille et la radioactivité, son hôtel vide depuis 1986. La frontière avec la Biélorussie est à seulement 7 km de cette ville qui a beau être une ville fantôme. Il n'empêche, les militaires ont installé depuis le début de la guerre des mines tout autour pour éviter d'éventuelles futures incursions russes. Des incursions que tout le pays redoute dans ce paysage inquiétant où la nature est empoisonnée et où les traces du monde d'avant se mêlent aux stigmates de la guerre actuelle aux portes de l'Europe.